Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, notre invité, c'est Thomas Forêt, fondateur et président de Waller, un réseau social d'entreprises français qui va vous parler avec nous des risques des cyberattaques en France, puisqu'on a appris cette semaine que France Travail, anciennement Pôle emploi, avait été attaqué et que 43 millions de profils étaient dans la nature, avec numéro de téléphone, adresse mail, numéro de sécu. Tout ça fait avec facilité pendant un mois, du 6 février au 5 mars, je crois, avant que France Travail ne lève l'alarme, et avec une facilité déconcertante, on a l'impression. Est-ce que aujourd'hui les administrations françaises prennent conscience de l'ampleur de ces cyberattaques, et est-ce qu'elles y sont préparées? Alors je pense qu'elles prennent conscience en effet maintenant très sérieusement, parce qu'il n'y a pas une semaine, je dirais, sans qu'il y ait une cyberattaque d'ampleur, que ce soit dans les hôpitaux qui ont été beaucoup ciblés, que ce soit les mutuelles, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Dont les données de leurs clients en fait sont dans la nature. Et puis la semaine dernière, effectivement, France Travail. Je pense que les administrations se rendent compte au fur et à mesure de leur faiblesse ou de la faiblesse des processus de cyberprotection. Mais la marche à franchir pour réussir à être au niveau, elle est élevée, parce que c'est un sujet, la cybersécurité, dont on s'est assez peu préoccupé. Et on voit aujourd'hui, effectivement, que ça peut toucher tout le monde, et en particulier les services publics, tous les services et les entreprises aussi qui ont énormément de données. Mais est-ce que les entreprises ne sont pas mieux préparées finalement que les services publics? Ça va dépendre de quelle entreprise on parle. Je pense que les entreprises qui travaillent sur des sujets sensibles depuis toujours sont mieux préparées de fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle données sensibles, en fait, devrait être étendu et doit être étendu. Tous les services d'une taille importante. On peut penser aux groupes de grande distribution, par exemple, qui ont énormément de données sur leurs clients. On peut penser aux banques, etc. Donc tous ces domaines, et en réalité tous les domaines de l'industrie, des services est concerné. Pas seulement ceux qui traitaient des données sensibles de la nation. Ça peut être simplement des données personnelles. Plus vous avez d'adhérents, plus vous avez de données personnelles, parce que ça a un prix en fait. Ces cyberattaques ne sont pas forcément uniquement pour embêter la France dans une cyberguerre État entre États, mais on a affaire à des mercenaires qui revendent ensuite ces données sur le dark web, puisque chaque donnée a un prix, et c'est ça aussi la réalité de ces cyberattaques. Oui, effectivement. Donc il y a plusieurs types de cybermalveillance en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les attaquants, ils ont plusieurs objectifs. 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est l'argent. C'est ce que vous venez de dire. Je pirate une base de données pour la revendre à des gens qui vont derrière l'exploiter et qui sont aussi cybermalveillants par ailleurs. Le deuxième objectif, c'est la déstabilisation. Et là, on change finalement de catégorie. On n'est plus dans la cybercriminalité, on va être davantage sur de la cyberguerre, pour être très clair. Et le troisième objectif, qui est souvent lié au second, c'est l'espionnage. Quand un État veut espionner un autre État ou des services de cet État, il va d'ailleurs se faire assez discret et espionner. C'est probablement des attaques dont on entend peu parler. Donc il faut savoir distinguer au moins les 2 catégories que sont la cybermalveillance, où les attaquants veulent récupérer de l'argent, et la déstabilisation et l'espionnage, qui concerne la cyberguerre, et qu'on voit vraiment réapparaître depuis 2020. En réalité, c'est assez récent. Il y a une résurgence liée à la tension géopolitique mondiale de la cyberguerre. Et quand on voit des attaques de cette ampleur, je pense à France Travail ou aux mutuelles, etc., on peut penser que derrière, il y a des organisations étatiques, probablement. Donc vous pensez que derrière l'attaque de France Travail non revendiquée, puisqu'il y a certains groupes de hackers qui revendiquent, sont des puissances publiques étrangères qui seraient à la manœuvre? Alors, ce qu'on peut penser raisonnablement, si on veut être un petit peu crédible dans ce qu'on raconte sur la cybersécurité de façon générale, il faut être très prudent
sur le fait sur l'attribution, c'est-à-dire que personne, si ce n'est les services des pays eux-mêmes, ne sont capables d'attribuer comme ça quelques jours après une cyberattaque. Donc là-dessus, je suis extrêmement prudent. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que cette typologie d'attaque, elle demande beaucoup de moyens. En l'occurrence, et donc que c'est nécessairement une cyberattaque qui a été organisée probablement à une échelle importante. Et ça laisse penser, bien sûr, à des attaques qui pourraient avoir des visées de déstabilisation et pas seulement de revente. Mais enfin, les choses sont liées. Bien souvent, voilà, il y a une frontière assez floue entre la capacité d'un État à attaquer un autre État et sa capacité à utiliser des groupes dans le monde qui vont être rémunérés pour ça. Si on prend l'exemple de la Corée du Nord, par exemple, ces programmes militaires sont financés par les cyberattaques. Ça, il faut le savoir. Donc il y a une grosse force de cyberattaquants en Corée du Nord pour l'argent. Pas seulement pour la déstabilisation. Mais c'est quoi le marché de la cyberattaque en termes de millions de dollars, milliards de dollars peut-être? On parle de sommes énormes alors. Ça, je l'ignore. Je connais pas les chiffres, mais ça doit clairement être énorme. Et alors, quel est l'intérêt en fait? Alors, déstabilisation, d'accord. Quels sont les États les plus avancés dans cette cyberguerre? Et est-ce que la France y a sa place? Alors, il y a les États dont on entend parler en Occident, évidemment. Voilà, tous les États puissants, ne serait-ce que militairement ou économiquement, sont des États capables de déstabiliser sur le cyberespace. Donc là, tout grand État confondu. On peut penser évidemment aux pays européens qui ont quand même une certaine puissance, évidemment à la Chine, évidemment aux États-Unis, évidemment, voilà, tous les pays qui sont développés, la Russie, bien sûr. Voilà, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Mais il faut se garder d'attribuer trop vite. Voilà, puisque évidemment, moi je compare un petit peu cette problématique à Clearstream, où l'attribution de cet attentat n'est pas claire. Nord Stream, le gazoduc. Nord Stream, c'était l'affaire. Oui, Nord Stream, officiellement, on ne sait pas qui c'est. Les enquêtes ont été classées. Voilà, oui, et on peut penser que les cyberattaques, c'est la même chose. Que les choses ne sont pas si simples. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs États qui peuvent se mettre d'accord aussi pour attaquer un État? Est-ce que la France, aujourd'hui, est une cible privilégiée parce que la position d'Emmanuel Macron dans la guerre en Ukraine, parce qu'aussi les Jeux Olympiques qui font que c'est une visibilité mondiale pour un groupe de hackers. Est-ce que là, aujourd'hui, on a une faiblesse plus importante en France parce qu'on est une cible plus visible? Alors, je ne sais pas si être une cible est une faiblesse. Il est clair que l'organisation des Jeux Olympiques flèche en fait les cyberattaques sur la France. Ça, c'est une évidence. Et on est une cible, évidemment, de par cette organisation des Jeux, avant les Jeux, pendant les Jeux, probablement après. Oui. Et ça, on l'a vu dans des Jeux Olympiques précédents, où les pays qui accueillaient les Jeux étaient des cibles de cyberattaques. Donc ça, c'est une évidence, et ça n'a à peu près rien à voir avec les positions géopolitiques et politiques que peuvent prendre nos gouvernants. Et après, bien sûr, il est évident que la géopolitique joue. En fait, il faut comprendre le cyberespace comme étant maintenant un véritable terrain de guerre. Donc tout ce qui se passe sur le terrain, dans le réel, se passe aussi dans le numérique, dans le virtuel. Puisque c'est plus tellement virtuel, donc on va attaquer par le cyberespace des infrastructures bien réelles. Quand on pense cyberattaque, on pense toujours à du vol de données, mais il y a pas que ça. Par exemple, être capable d'immobiliser un système électrique, un système de distribution d'eau, il y a une cyberattaque assez amusante à raconter, en tout cas une typologie, ce serait de dire si un cyberattaquant tout d'un coup prenait le contrôle du réseau des feux routiers dans une ville. Voilà, vous imaginez Paris, tous les feux s'éteignent, voilà, ou passent tous au rouge. Donc il y a d'énormes bouchons. Et c'est le bazar. Et c'est une déstabilisation. Voilà, surtout si ça se provoque
produit pendant les JO, etc. Oui, alors ça, il n'y a peut-être même pas besoin de cyberattaquants, malheureusement, pour avoir ça pendant les JO. On verra. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la France a mis en place les moyens pour protéger les données des Français? Parce que on parle de numérisation de l'espace de santé personnel, qui sont des données encore au plus proches de vous, la carte d'identité numérique, la sécurisation des JO, justement, qui va passer par un QR code pour aller sur la zone. On a l'impression que tout passe maintenant par le numérique. Est-ce qu'en contrepartie, on a les moyens de protéger les données des Français, ou l'État se donne les moyens de protéger les données des Français? Alors, je pense objectivement que l'État français, oui, a pris la mesure. Enfin les bonnes mesures en termes de cyberprotection, et surtout, je vous dis, depuis ces dernières années. Donc c'est un sujet, évidemment, quand le numérique commence à remplir tout, c'est-à-dire être utile dans tous les services, toutes les infras, la vie personnelle des gens, les services de l'État, des communes. Bon, il est évident que la cyberprotection, elle monte aussi. Et ça, c'est une obligation. On n'en est plus au tout début d'Internet où les cyberhackers, les hackers étaient une poignée de gens. Donc là, je pense qu'il y a une vraie, d'abord, prise de conscience depuis un moment, et il y a des forces vives. L'ANSSI a vu ses effectifs énormément monter. Dans les armées, vous avez maintenant une 4e armée qui est le cyberespace. Donc on s'équipe, et je pense que, ceci dit, ça n'empêchera pas qu'on continue à observer des attaques qui réussissent, parce que même si les effectifs et les capacités de défense et d'attaque montent, les attaques, elles aussi, continuent à grimper, et c'est sans cesse le jeu du chat et de la souris. Donc ça, faut bien le comprendre. C'est pas parce qu'on voit des cyberattaques arriver et réussir de plus en plus qu'on n'a pas la capacité de réponse. Ça, faut pas faire un raccourci trop rapide. Mais est-ce que c'est une question aussi de formation de ces combattants cyber en France, parce que là, il est question de jus de cerveau, hein. C'est des hackers qui vont aller contre la machine, ou est-ce que c'est l'IA qui pourrait donner un avantage comparatif énorme, d'où l'intérêt de financer aussi beaucoup l'intelligence artificielle en ce moment? Alors, il y a peut-être des corrélations applicatives dans le futur, mais je pense que c'est pas le sujet. Le sujet principal dans les cyberattaques qui réussissent aujourd'hui, c'est un sujet humain, purement humain. Si on prend l'exemple de France Travail, d'après ce que nous avons compris, ça n'est pas un piratage du système informatique par l'informatique, mais par l'ingénierie humaine. C'est-à-dire que c'est un des agents qui s'est fait pirater son compte. On va dire même pas pirater, c'est-à-dire la personne a pris l'accès. Oui, de manière très facile, c'est ça. C'était un conseiller d'anciennement Pôle emploi. Et alors, si on creuse un peu, ce qui est important et intéressant de voir, c'est qu'une seule personne comme ça avait accès à tout. Ça, c'est un défaut de conception. Et en réalité, les problèmes qui vont perdurer ici perdureront tant que les gens aux responsabilités. Donc, ce que je veux dire, c'est les directeurs généraux, c'est les élus dans les collectivités, c'est les PDG dans les entreprises. Tant que les personnes aux responsabilités n'auront pas pris la mesure de la cybersécurisation de leur système, ça n'avancera pas beaucoup plus vite. Les forces aujourd'hui de défense en France que j'ai citées avant sont des forces généralement qui s'opèrent après la bataille quelque part, qui vont faire en sorte d'aller trouver qui a fait ça, d'aller récupérer les données, etc. Mais les systèmes sont assez faibles encore pour la plupart, parce qu'on n'a pas mis la cybersécurité assez haut dans les fonctions dirigeantes. Mais c'est un manque de connaissance de ce secteur. On se rappelle du mulot de Jacques Chirac. Est-ce que ça a évolué depuis, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un manque de savoir et de prise de conscience sur la réalité de ce cyberespace et du numérique? Vous savez, quand on dirige, imaginons une collectivité ou une entreprise, on a un budget. Quand on est une entreprise, on veut gagner de l'argent, donc on veut en dépenser moins. La cybersécurité, c'est quelque chose qui coûte cher et qui
ne rapporte rien à l'état, au temps présent. Ouais. En revanche, ça vous évite de perdre beaucoup. Et donc, il faut que les dirigeants comprennent ça. Et c'est un peu, évidemment, du courage qu'il faut aussi pour dire, très bien, on investit en cybersécurité et ça sera pas gratuit, ce sera de l'investissement. Merci beaucoup Thomas Forêt d'avoir répondu à nos questions sur cette cyberattaque de France Travail, on ne sait plus où on en est. Je rappelle, vous êtes président de Waller, un réseau social d'entreprises français. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.